Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Installez-vous, voici le sommaire. Nous débuterons par du sport et des victoires, que ce soit en foot, en huitième de finale de Coupe de France ou en basket et le premier match de la demi-finale d'Eurocup. Nous nous attarderons d'ailleurs sur cette belle aventure européenne pour la Roca Team avec un ancien joueur international et entraîneur, le consultant à la grosse voix, Jacques Monclar. À quelques jours du début du Masters de tennis, les équipes du Monte Carlo Country Club sont sur le pied de guerre pour accueillir à nouveau ce rendez-vous international, mais qui se jouera à huis clos. Et enfin, nous recevrons le vice-président délégué de Monaco Mediax, Laurent Pionce, qui lui aussi prépare un rendez-vous traditionnel en principauté, la 60e édition du Festival de télévision de Monte Carlo, qui se déroulera du 18 au 22 juin et qui fera la part belle aux séries européennes. Mais avant cela, débutons par un point info avec vous, Christine Datomel. Le gouvernement princier vient de communiquer les chiffres relatifs au dépistage. Oui, des chiffres qui ont été arrêtés ce dimanche. 4 586 tests PCR antigéniques ont donc été réalisés sur des patients résidents et non résidents entre le 29 mars et le 4 avril inclus. Et le taux de positivité des tests pratiqués est de 3,77%, soit un nombre de personnes positives ramené sur une base de 100 000 personnes sur la période des 7 jours écoulés, en baisse, passant de 226 la semaine dernière à 184 cette semaine. Ce mardi, le bilan sanitaire de la principauté s'élevait donc à 2345 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. L'anticipation des vacances a pu engendrer des difficultés d'organisation pour les familles. Eh bien, le gouvernement a tenu à faire un point avec les représentants des parents d'élèves lors d'une rencontre. Qu'en est-il ressorti ? Eh bien Fabien, le ministre d'État Pierre Dartout a précisé aux familles que l'avancée des vacances de printemps s'accompagnait du maintien de l'ensemble des dispositifs initialement prévus, comme l'ouverture du centre de loisirs Prince Albert II, ainsi que l'élargissement de sa capacité d'accueil. Cependant, les locaux du centre étant habituellement situés à la Turbie, les locaux resteront fermés. Pour les plus petits, les activités donc se dérouleront dans les écoles des Révoirs et du parc, ainsi qu'au cœur du parc Princesse Antoinette. Pour les plus grands, le dispositif du passeport culture sera lui aussi pleinement opérationnel et gratuit. Par ailleurs, le gouvernement a ajouté prendre en charge la moitié du coût du stage parcours qui offre aux élèves, s'ils le souhaitent bien sûr, un mode de révision à distance. La PEM a quant à elle proposé au gouvernement d'introduire une courte période de vacances supplémentaires à la fin du mois de mai pour permettre aux parents et aux élèves de se retrouver en famille. Une pause qui serait bénéfique dans un troisième trimestre rallongé en raison de l'avancement des congés de printemps. En football, l'AS Monaco s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et oui, 3 jours après l'écrasante victoire 4-0 des Monégasques face aux Messins en Ligue 1, les Rouges et Blancs ont préservé leur but inviolé pour la 7e fois en 8 rencontres, toutes compétitions confondues, pour s'offrir une qualification en quart de finale de Coupe de France face à Metz. Mais cette fois, les joueurs de Niko Kovac ont dû attendre la séance de tir au but pour faire la différence, remportant le match 5 tirs au but à 4. Cette rencontre en Coupe de France s'est jouée mardi en début de soirée au Louis II. Et au même moment, dans le même complexe, dans la salle Gaston Médecin, en basket, la Roca Team jouait son premier match de demi-finale d'Eurocup face à Grande Canaria. Et là aussi, victoire de Monaco, 82-77. Le résumé de Frédéric Hélion. La Roca Team n'est plus qu'à une marche de la finale d'Eurocup, une place qui peut potentiellement la conduire en Euroleague si Valence ne termine pas parmi les 8 premiers de la saison régulière. Pour poursuivre son rêve, Monaco doit d'abord franchir l'obstacle Grand Canaria. Les Monégasques ont fait la moitié du chemin mardi soir en remportant le match 1. Les Rouges et Blancs construisent leur victoire en première mi-temps grâce notamment à un deuxième quart-temps de rêve remporté 24-5. Une belle adresse, mais surtout une défense de fer qui étouffe totalement les Espagnols, qui terminent le quart-temps à 2 sur 17 au tir. Sur ce lay-up en contre-attaque, Damien Inglis et ses partenaires rentrent au vestiaire avec 18 points d'avance, 44-26. Au retour des vestiaires, Grand Canaria s'ajuste, l'équipe est métamorphosée, Dimsa sort de sa boîte avec 8 points en 5 minutes. Grand Canaria passe un 12-1 et Monaco passe du rêve au cauchemar avec de nombreuses pertes de balles et beaucoup de déchets.
Abdou Ndoye relance la machine sur ce 3 points dans le corner, plus 8 Monaco. Dans le 4e quart-temps, Rob Gray prend les choses en main. Le shooter monégasque plante 12 de ses 25 points. Des shoots difficiles, contestés ou en fin de possession. Mathieu Costello, 22 points, et A.J. Slaughter sur ce 3 points maintiennent Gran Canaria dans le coup. Mais comme souvent en Eurocup ces derniers temps, Mathias Le Sort inscrit un panier clutch avec la faute. 82-77, Monaco s'adjuge le match 1. First, you know, just as the teams who play in semi-final in Eurocup, this high-quality team first. Gran Canaria, if you follow the last 10, 11 games, they really play great shape. And for me, how we play second quarter with defense is really amazing. Of course, third quarter we expect answer from Gran Canaria. And they made this. They really start to play much better defense, aggressive, full court. We have some problems. But on the end, I think heart of my players and fight and everything decide about the winner. We learned from last series. We lost the first game last series by 1 point. You know, we didn't like that at all as a group. And you know, we had to go to Ljubljana, win a game, and then come back and finish it out here. So this time, you know, we want to do it a little differently, you know, and try to close out the series 2-0 if possible, and not come back here to have to play a third game. So super proud of the guys, but we have to shift our focus to winning again in Gran Canaria. 1-0 is just like first step. Now we go Gran Canaria. We try to make some surprise to do, you know, something well, and of course we have like. Game in our ball. Now we need to decide about the next game. La Roca Team a donc l'occasion de finir le boulot lors du match 2 vendredi à 20h aux Canaries. Voilà, Monaco vient de mettre un pied en finale, mais il reste au moins un deuxième match dans les îles Canaries, nous y serons. Et pour revenir sur cette belle aventure en Eurocup qui n'est pas terminée, avec nous, un consultant de luxe, ancien joueur international, entraîneur, Jacques Monclar, bonsoir. Bonsoir à tous. On vient de voir le résumé du match d'hier. Votre analyse, qu'avez-vous pensé de cette victoire monégasque ? Qu'elle s'est construite dans le deuxième quart-temps avec une formidable défense, une performance rare. Tenir une équipe à 5 points, c'est un truc pas ordinaire. Je crois que Zvezdan Mitrovic a parlé de défense comme dans les livres. Et ben voilà, une exécution remarquable de la part des joueurs, une intensité, une force qui a assommé une équipe de Gran Canaria qui est restée, je crois, sur 10 succès en 11 matchs, donc avec le capital confiance que ça engendre. On a vu que le match a été long après, hein, quand même. Mais chapeau à la Roca Team. Ah ouais. Chapeau, parce que faire ça au meilleur niveau européen, c'est pas donné à tout le monde. Avec hier au soir, Mathias Le Sort efficace, O'Brien aussi, mais un Rob Gray incroyable. Mais il arrive des moments où votre équipe a un peu, comme on dit, le capot qui fume, de la fatigue, et avoir un joueur capable de se créer lui-même des shoots, d'être efficace au large, comme dans l'intervalle, ça aide. Ce sont les joueurs de 1 contre 1, ce sont ces joueurs-là qui a permis, hier, Rob Gray a permis de maintenir l'avantage acquis collectivement par cette défense et par cette force pure dont Mathias Le Sort est l'illustration. Voilà, mais c'est un tout, c'est un collectif. Le rôle de Rob Gray, c'est celui-là. Ce sera peut-être un autre qui sauvera la mise à Gran Canaria, et s'il y a lieu, lors du match d'appui. Qui sait, peut-être le jeune Rudy d'ailleurs. Oui, pourquoi pas. Zvezdan Mitrovic est connu pour ça. Il n'a pas d'état d'âme à prendre des risques et à mettre sur le terrain des joueurs parce qu'il le sent, parce que c'est un vrai coach. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un club, alors on ne va pas dire français, mais du championnat français être comme ça en demi-finale d'Eurocup? Parce qu'il me semble que le dernier club à avoir atteint ce stade dans ce championnat, c'était Antibes, avec à l'époque la Coupe d'Europe s'apportant en 95, et vous étiez l'entraîneur. Ça vous fait quoi de voir un club comme ça à ce niveau? Ça fait plaisir, c'est une spécialité azuréenne, de la Riviera, on va dire. Je crois que ça fait un moment que la Roca Team, j'allais dire la SM, monte en régime au niveau européen. Et à partir de là, on est clairement dans une comment dire, il y a une forme de confiance. Ils sont habitués à voyager, ils sont habitués à ce type de match coup près. Maintenant, en face, c'est le cas aussi. Et en face, c'est le cas d'une équipe qui a raté son début de saison. Beaucoup de blessés, la pandémie, etc. Mais voilà, en tout cas, ce sont deux équipes qui ont un niveau d'expérience intéressant. Et c'est pour ça que ce sont des matchs qui valent l'Euroleague. Ce sont des matchs qui valent l'Euroleague parce que ce sont des équipes, la Roca Team peut être championne de France.
Gran Canaria est un faux 10e dans son championnat. Il revient bien aussi et peut espérer encore se rapprocher des meilleurs. À votre avis, qu'est-ce que ressentent les joueurs de Monaco à vivre ces expériences européennes? Parce que vous avez beaucoup d'expérience aussi dans le domaine, hein. Vous avez gagné la Coupe des Coupes avec Limoges, finaliste de la Coupe Corach, etc. Qu'est-ce que ressentent les joueurs à vivre ces aventures-là? Il y a une attente. Alors l'attente, il faut la maîtriser. Ça fait partie du travail invisible. Il y a l'entraînement, il y a la préparation par rapport à l'adversaire, par rapport à soi-même. Mais en gros, si on pouvait avancer les aiguilles de l'horloge, on le ferait. Parce que ce qu'on attend, c'est le match. Mais en tout cas, quand vous les lâchez sur le terrain, quand ils sortent du vestiaire, ils ont les naseaux qui fument. Et ils ont envie d'y aller, quoi. Question typique de journaliste, quel est votre pronostic pour le match de vendredi, le match retour décisif? C'est vrai que c'est Monaco, que c'est un autre pays, mais pour nous, basketteurs, Monaco, ça fait partie de l'histoire de notre championnat, de notre Absolument, quotidien. Ouais. Et c'est un club qui a une histoire extraordinaire dans notre championnat. Donc, bien sûr que je vais soutenir Monaco et je pense qu'il y aura un dernier match. On peut aller jusqu'au bout, à votre avis, et gagner cette Eurocup? On a les moyens? Ce sont des équipes qui se valent. Celle qui me paraît la plus dangereuse, enfin, comme ça, hein, je peux dire une bêtise, je me méfie beaucoup de Gran Canaria parce qu'ils sont là en demi-finale après avoir raté leur championnat et ils savent que pour aller là où ils veulent aller, c'est-à-dire en Euroleague, eux aussi, il faut gagner l'Eurocup. Et voilà. Mais oui, pourquoi pas aller au bout, vous savez. La partie mentale, au-delà de la partie physique, technico-tactique, est tellement importante. Ça a été dur contre Podgorica. Ça sera dur contre Gran Canaria. Ça ne fait rien si c'est dur la finale, il faut juste à gagner. On verra bien, justement, on verra vendredi déjà pour le deuxième match. Jacques Monclar, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, c'était plaisir. On reste dans le domaine sportif. Vous le savez, le Rolex Monte Carlo Master débutera ce week-end à huis clos. Les équipes travaillent afin d'organiser au mieux cette compétition. Comment les mesures sanitaires vont être mises en place? Élément de réponse avec Vanessa Dessy sur des images d'Orazio Gaggino. C'est dans des conditions exceptionnelles, jamais connues depuis 114 ans, que le tournoi Rolex Monte Carlo Masters se déroulera cette année. L'édition à huis clos est organisée dans le strict respect des mesures sanitaires imposées. On va avoir deux populations au niveau du tournoi, une population qui n'a pas de contact avec les joueurs et une population qui a contact avec les joueurs. Et donc il a fallu mettre des différents protocoles en place. On a préparé, on a développé des campagnes de tests PCR, puisque c'est PCR uniquement, où chaque personne doit arriver sur site avec un test PCR négatif. Et une fois qu'il est arrivé ici, on doit refaire quand même un test PCR. Et après, pendant la durée du tournoi, ils refont un test tous les 4 jours. Les équipes du Monte Carlo Country Club collaborent cette année encore avec l'hôtel Monte Carlo Bay. Le complexe offre aux participants une véritable bulle, un hébergement sur mesure en parfaite adéquation avec la situation sanitaire. Le reste des tests se passe au Monte Carlo Bay, où on a installé une salle de test spécifique avec médecins, infirmières, etc. Où là, tous les joueurs et l'entourage des joueurs et les arbitres qui sont dans la bulle OB, ils passent les tests là. Le tournoi Rolex Monte Carlo Masters se tiendra du 10 au 18 avril prochain à huis clos. Sachez, et c'est important, que pour pallier ce grand rendez-vous sans public, les matchs de tennis seront retransmis sur Eurosport gratuitement et en clair sur la box et sur l'appli Monaco Télécom TV. Le reste de l'actualité en bref. Suite à la tragédie survenue en Indonésie, le prince souverain a adressé un message de soutien au président indonésien. Oui, après que les pluies torrentielles du cyclone tropical Seroya ont frappé les nations de l'Asie du Sud-Est, transformant les petites communautés en friches de boue et contraignant des milliers de personnes à fuir vers des nations voisines, le prince souverain a adressé ses plus sincères condoléances au peuple indonésien au nom des Monégasques, des résidents et de sa famille pour les pertes de vie et le déplacement des familles. Dans le cadre du programme Extended Monaco, le gouvernement princier poursuit la transformation numérique de son administration.
Effectivement, le gouvernement offre une nouvelle forme de distribution de la fiche de paye à ses 4000 fonctionnaires et agents. Désormais, chacun aura accès à son espace numérique personnel dans lequel le bulletin de paye sera déposé chaque mois au format électronique avec la même valeur probante que le format papier. Avec près de 48 000 feuilles de papier et enveloppes utilisées par an, l'État monégasque entend donc non seulement accélérer sa politique éco-responsable en réduisant considérablement sa consommation de papier, mais également proposer un accès facilité et sécurisé au bulletin de paye. Les membres du Monaco Collectif Humanitaire ont tenu leur traditionnelle réunion annuelle ce mardi pour faire le bilan de l'année écoulée. Organisée pour la première fois au format virtuel, cette réunion a permis d'annoncer que malgré les restrictions dues au contexte sanitaire, 12 enfants ont pu bénéficier cette année d'interventions chirurgicales à Monaco et dans les pays partenaires du collectif, soit en France, au Mali ou encore à Madagascar, portant ainsi le nombre d'enfants pris en charge à 440 depuis la création du Monaco Collectif Humanitaire. Pour les amateurs de musique, à présent, un événement se prépare. Les musiciens de l'ensemble Monaco Brass enregistrent actuellement à l'Auditorium Régnier 3 le teaser de leur futur événement musical intitulé Chansons françaises. Dans cet enregistrement, nous retrouverons au chant Anne Carrère et à l'accordéon Guy Giuliano. Passons à notre dernier invité. Il est aux commandes notamment de 2 grandes manifestations en principauté, le Sportel, mais également le rendez-vous international consacré aux séries télé. Laurent Pionce, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes là pour parler du 60e Festival de télévision de Monte-Carlo. L'édition 2020 n'a pas eu lieu. Là, vous nous le confirmez, cette année, il y aura bien un festival 2021. Oui, effectivement. Donc, le festival se déroulera au mois de juin, sauf bien entendu, malheureusement, un lockdown général en Europe. Mais nous ne l'espérons pas. Hein. Et nous n'en prenons pas le chemin. Donc, on peut espérer avoir un événement du 18 au 22 juin. Qu'est-ce que la Covid va modifier dans l'organisation de cette édition ? Elle va modifier beaucoup de choses. Hein. Le festival est un événement culturel, comme vous le savez. Il est certain qu'aujourd'hui, qu'avec les mesures imposées par les différents gouvernements, nous devons impérativement, nous, avoir comme objectif premier, donc je pourrais dire la sécurité de nos invités et de mes équipes. C'est la raison pour laquelle nous travaillons d'ores et déjà, et depuis de longs mois, avec le Grimaldi Forum, en collaboration avec le Grimaldi Forum, pour mettre en place toutes les mesures sanitaires possibles pour organiser cet événement dans les meilleures conditions. C'est complexe ? Nous allons respecter à la lettre les mesures arrêtées par le gouvernement monégasque en termes de crise du Covid. Donc il va falloir qu'on gère ça au mieux, tout en continuant d'essayer, je pourrais dire, de continuer à permettre aux fans de voir les invités du festival, mais bon, on peut d'ores et déjà indiquer très clairement que ça ne sera pas dans les mêmes conditions que par le passé. Déjà, la fan zone n'aura pas la fan zone. On sait déjà qu'il ne sera pas possible d'accueillir 200 à 300 personnes derrière les barrières, donc il va falloir qu'on mette en place... Bon, déjà, il y aura des distanciations, il va falloir qu'on mette en place, je pense, un système de roulement pour que toutes les personnes qui viennent assister au festival puissent avoir, je pourrais dire, la joie de rencontrer leur star préférée. Donc on va voir comment nous allons travailler pour pouvoir justement essayer quand même de donner toujours un côté festif à cette manifestation. Allez Laurent Pionce, des scoops, quels seront les grands noms présents? On peut déjà en parler ou pas? Aujourd'hui, on a envoyé un grand nombre d'invitations à des acteurs et actrices de très haut niveau, sans réponse à ce jour, parce que bon, vous doutez bien que les gens vont attendre... Ils vont se décider au dernier moment. Peut-être même les 15 derniers jours avant de valider leur participation à l'événement. C'est très, très tendu, très difficile, mais bon, il faut qu'on fasse avec, hein. Ça on le sait, on n'a pas le choix. Bien sûr. Il devrait du coup y avoir une grosse participation européenne par rapport aux participations américaines, par exemple. Nous aurons un événement donc beaucoup plus français, européen, mais très qualitatif. Voilà, on va travailler énormément sur la qualité de nos invités, en espérant quand même avoir 3 ou 4 stars internationales pour occuper, si je peux m'exprimer ainsi, les rôles principaux de la manifestation, comme la nymphe de cristal, la nymphe d'honneur et le président de jury. Donc c'est sans crainte que je peux d'ores et déjà indiquer que la qualité sera présente. Puis on le voit au travers de notre compétition, qui cette année encore, suite au nouveau format qui a été mis en place, la compétition a remporté vraiment un réel succès, avec un nombre de programmes soumis à la compétition aussi important qu'en 2020, à quelques dizaines près. Donc pour vous dire, c'est vraiment un côté encourageant.
Mais vous l'avez évoqué, ça tombe bien en quelque sorte, hein, parce qu'il faut reconnaître que si cette pandémie s'était produite il y a quelques années de ça, les productions américaines étaient vraiment au-dessus des européennes. Mais là, avec l'explosion des plateformes, que ce soit Netflix, Amazon et autres, l'Europe, et notamment la France, ont fait vraiment des progrès en termes de séries. Il y a vraiment une qualité, même dans l'Europe du Nord, même l'Europe du Sud, il y a, bon, en Angleterre bien entendu, hein, et en France notamment, il y a vraiment en Europe désormais de plus en plus des productions et de qualité, des réalisations de qualité. Donc je ne suis pas très inquiet là-dessus. Mon inquiétude, c'est la possibilité de redonner à nos invités la possibilité de se déplacer librement et de pouvoir venir en principauté du 18 au 22 juin. Aujourd'hui, ma grosse préoccupation, c'est celle-ci. On dit qu'à toute chose, malheur est bon. Quel enseignement vous tirez de cette crise ou comment la crise peut améliorer l'organisation du festival? Est-ce que la crise vous a apporté quelque chose au final? On s'est réinventé. On a appris à travailler complètement différemment, ne serait-ce que dans la préparation des événements. C'est pas facile de travailler dans l'événementiel en pratiquant du télétravail, des fois pendant des mois à 80%. Alors chaque fois qu'on essaie de revenir à une présence de 2 ou 3 jours par semaine, il y avait des mesures importantes qui étaient mises en application dans le pays voisin, donc on repassait à un jour de présence au bureau. Rien que ça, c'est pas évident, parce que le jour où vous allez passer au bureau, c'est un jour de réunion. Vous n'avez même pas le temps d'avancer clairement sur les dossiers. Et je parle pour tous les événements de Monaco Mediax. Donc je dis, ce n'est pas une remise en question, la crise du Covid nous a obligés à nous réinventer. Nous sommes là à peine plus de 2 mois de l'ouverture de la 60e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Comment vous sentez-vous, Laurent Pionce? Si je pouvais prévoir l'avenir, ben, je ne serais pas assis dans ce fauteuil. Hein. Voilà. C'est sûr. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que voilà, je pense que les choses vont évoluer. La vaccination, même dans le pays voisin, évolue dans le bon sens. On peut espérer qu'au mois de juin, une grosse partie de la population française sera vaccinée. Aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de construire les choses, c'est de développer mes manifestations. Je sais que malheureusement, le contexte n'est pas réuni pour cela, malheureusement. En revanche, il est de ma responsabilité de continuer à travailler, de motiver, de garder mes équipes motivées pour faire de cette édition un succès, malgré les conditions sanitaires. Laurent Pionce, merci. Merci à vous, merci à vous. La météo à présent fera-t-il toujours aussi froid demain ? Eh bien, la journée de demain, Fabien, ne sera pas aussi fraîche que celle d'aujourd'hui. Les températures resteront tout de même assez basses pour la saison. Le thermomètre affichera 5 degrés le matin et 14 l'après-midi. Jeudi sera donc mitigé, le ciel se partageant entre le gris et le bleu tout au long de la journée. Le soleil se lèvera à 6h58 et se couchera à 20h05. Jeudi 8 avril, nous fêterons les Julies. Il est temps de se quitter. Une dernière chose avant cela, les photos du jour. On l'a évoqué dans cette édition, le Rolex Monte Carlo Master fera son retour ce week-end. Vous le savez, il n'y a pas eu d'édition l'année dernière. Vous pourrez constater sur ces photos signées Michael Alesi que le Monte Carlo Country Club est en ordre de marche pour accueillir cet événement international sous une forme différente cette année puisque ce sera à huis clos. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Vous retrouverez Patricia Navarro aux commandes du JT jeudi 19h. À très bientôt. Au revoir.